Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus assister à cette conférence qui a donc pour thème BTS, DUT, choisir une filière courte après le bac, quelle poursuite d'études, quelle insertion professionnelle. Je suis Laura Marélia, je travaille pour les conférences de l'étudiant et je remercie également les deux intervenants d'être venus témoigner aujourd'hui. On est un tout petit peu en retard, je m'excuse, donc je vais vous rappeler un petit peu les règles du jeu, si je puis dire, pour ces conférences. C'est une table ronde, même si elles ne sont pas rondes. Donc voilà, nous allons échanger sur le thème des BTS, des DUT pendant à peu près 45 minutes. Sachez qu'un micro sans fil est disponible dans la salle. Il y a des hôtesses avec un t-shirt de l'étudiant qui pourront vous les apporter. Donc si toutefois vous avez des questions à la fois durant la conférence ou après la conférence, vous levez la main, on vous apporte le micro, vous posez la question et on y répondra avec plaisir. Puisque c'est le but de cette conférence, c'est de répondre à toutes vos interrogations. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler, je vais laisser les intervenants se présenter l'établissement qui le représente. Ensuite, on va vous expliquer ce que c'est qu'un DUT, un BTS, un IUT justement, voir la différence qui pourrait exister entre les deux. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais faire un petit sondage dans la salle. Qui est en terminale? D'accord. Terminale générale? Ouais, S? Non, ES? L, voilà. Est-ce qu'il y a des bacheliers technologiques? Ok. Des bacs pro? Ok. Quel bac? Métier de la sécurité. Merci. Bon, après, ça nous donne en tout cas la tendance de la salle. Je m'arrête de parler et je vous laisse vous présenter, messieurs Danaudière et messieurs Sallet. Bien, bonjour à toutes et à tous. Patrick Danaudière, donc directeur de l'UT Dijon-Auxerre. Donc deux sites sur lesquels on a 10 DUT, 10 spécialités différentes. Sur les 10 spécialités, 4 tertiaires et 6 secondaires. Donc alors, je ne sais pas si je dois toutes les énumérer. On peut peut-être pas faire mais ouais, ça serait compliqué. Qu'est-ce que le tertiaire et le secondaire Alors tertiaire, c'est tout ce qui est on va dire littéraire, finance, comptabilité, commercialisation et l'industriel. Tout ce qui est secondaire, c'est tout ce qu'on appelle secteur industriel, donc génie biologique, génie mécanique, génie civil, etc. Informatique aussi fait partie du secteur secondaire, dans notre jargon interne. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on parle avec le plus d'écoute possible, le plus de compréhension, ce qui n'est pas toujours simple. On a aussi nos particularités et nos habitudes. Donc sur l'ensemble des formations de DUT, nous accueillons effectivement, on va dire à peu près un tiers de bacheliers technologiques et 2 tiers de bacheliers, on va dire généraux, tout confondus, quelques bacs professionnels, et nous avons aussi la particularité d'offrir des formations en apprentissage, en particulier sur le site d'Auxerre et sur le site de Dijon en 2e année. Donc dès la première année en apprentissage sur le site d'Auxerre et en 2e année sur le site de Dijon. Nous avons aussi en termes de formation donc des 25 licences professionnelles, toutes ouvertes en alternance, donc en termes de poursuite d'études. Bien sûr, ce n'est pas la seule poursuite d'études possible pour les bacheliers, notamment les bacheliers généraux, qui vont s'orienter vers des filières plus longues pour certains. Sur les conditions d'accueil, je dirais le rythme des études, on a à peu près 20% de cours magistraux. Des travaux dirigés, donc c'est ce que vous connaissez au lycée, voilà, c'est entre 25 et 30 étudiants par classe, et puis des travaux pratiques qui se passent la plupart du temps sur machine, donc sur outils informatiques, sauf bien sûr pour des filières plus spécialisées, et là on est sur des effectifs d'une quinzaine d'étudiants maximum, voire moins quand on est sur du matériel présentant des problèmes de sécurité. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup les apprentissages se passent en partie et en grande partie donc, avec les travaux pratiques. Donc, on va sur la professionnalisation, mais ce n'est pas le seul objectif, c'est une formation technologique, le diplôme universitaire de technologie, donc c'est une formation aux apprentissages par la voie de la technologie. Donc une approche plus pragmatique que ce que vous pouvez rencontrer dans les filières classiques de licence ordinaire universitaire, ce qui permet un meilleur taux de réussite. Sur l'accompagnement au cours des études,
Dès la première année, on met en place des tutorats étudiants, donc des étudiants qui ont connu le cursus des DUT, qui sont inscrits en master et qui viennent accompagner pour en gros prendre les bonnes habitudes de travail, etc. Parce qu'on est sur un changement et une responsabilisation des jeunes. Parce que la plupart d'entre vous vont devenir majeurs, donc on s'adresse à des étudiants, à des gens majeurs et responsables. Et donc il y a une transition qui doit être accompagnée alors par les équipes pédagogiques aussi, bien sûr, mais aussi par l'encadrement d'étudiants qui ont déjà connu ce cursus et cette transition qui n'est pas toujours simple à faire dans le cursus. Voilà. Je vous remercie. On rentrera dans d'autres détails sur les questions. Je vous remercie. Monsieur Séry, quant à vous, vous représentez plutôt un lycée. Si vous voulez bien nous présenter ce que sont les BTS. Bien, bonjour. Je me présente déjà, je m'appelle Olivier Séry, je suis directeur délégué aux formations dans un lycée qui s'appelle le lycée de Castel à Dijon. Je vais présenter des formations qui existent aussi dans d'autres lycées. Moi, je m'occupe spécifiquement des BTS tertiaires, donc d'autres lycées, on a aussi du métallurgie, le bio, BTS mode, etc. Donc, qu'est-ce que c'est un BTS? C'est déjà un bac+2, à vocation professionnalisante. On va vous former à un métier. Je vais dire dans un environnement rassurant, puisque c'est un lycée que vous connaissez. Voilà. Donc, en termes de recrutement, je vais faire rapide. Bon, on accueille en gros un tiers de bac pro dans le BTS, puis après un mélange de bac techno et de la générale, peut-être plus une dominante de bac techno pour le reste des étudiants. Voilà. Je vous remercie. Du coup, ce sera déjà une question que M. Danaudière avait anticipée. Vu que nous sommes dans un lycée, l'organisation des études se passe un petit peu comme ce que connaissent déjà le public présent avec nous. Oui, quand on est en porte ouverte, alors j'aime bien dire que vous aurez les contraintes d'un lycée. Les contraintes d'un lycée, c'est les contraintes d'une entreprise. Arriver à l'heure, voilà, etc. Donc vous êtes des étudiants, mais en tout cas chez nous, pas spécifiquement avec des droits supplémentaires, mais vous êtes dans certaines salles qui vous sont réservées, des choses comme ça, entre vous. Mais aussi mixer avec les autres lycéens. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Vous pouvez servir d'exemple aussi pour les plus jeunes. Et du coup, on est en petit effectif. C'est contrairement à l'université, par exemple. Sur l'ensemble, sur la majorité de nos BTS, on recrute avec 24 élèves par classe. Voilà. Qui sont parfois complétés par des systèmes de réorientation qu'on pourra détailler éventuellement ensuite. Je vous remercie. Je reviens vers vous, M. Danaudière, parce que vous avez anticipé pas mal de mes questions. Mais voilà, on essaie de distinguer ce que sont les BTS dans les lycées et les DUT qui se trouvent à l'UT, donc à l'université finalement, parce que c'est une composante de l'université. Voilà, l'organisation doit être sans doute différente. Vous avez dit qu'il y avait des travaux dirigés, des travaux pratiques, etc. Mais quand bien même, si on dit Institut universitaire de technologie, on reste à l'université, donc l'organisation est sans doute plus proche de l'université. Alors oui et non, en fait, tout ça c'est... Alors sur l'organisation des études, on a déjà parlé par rapport au rythme. Par rapport au rythme des études, on est sur des modules, donc on n'est pas sur une régularité des enseignements, des emplois du temps. Donc on a des emplois du temps qui vont évoluer toutes les semaines. On a les outils pour communiquer, donc les jeunes ont sur smartphone leur emploi du temps en direct, donc ils peuvent sur leur emploi du temps sans problème, anticiper. Au niveau des équipes pédagogiques, ce qui nous différencie des BTS, c'est qu'on a moitié d'enseignants-chercheurs, et moitié d'enseignants en statut second degré qu'on retrouve dans les lycées. Donc ça nous fait un lien effectivement avec la recherche que l'on va pas trouver au BTS. Sur la différenciation entre le BTS et le DUT, on est sur des formations qui sont moins spécialisées, qui ont un cursus plus large pour permettre une évolution donc sur des métiers plus précis, donc notamment à travers ce que j'ai dit tout à l'heure sur les licences professionnelles, donc une troisième année donc, de spécialisation ou après sur d'autres cursus.
Et donc c'est un enseignement, on va dire, général et technologique qui laisse des portes ouvertes et des possibilités d'évolution. On est beaucoup moins, on est professionnalisant aussi, certes, mais moins spécialisé qu'un BTS, donc qui est plus orienté métier, mais de toute façon, sur certaines spécialités, on est assez proche. Voilà, il ne faut pas non plus, on n'a pas des différences non plus extraordinaires, simplement effectivement dans le rythme et dans l'organisation, on s'en rapproche du monde universitaire. Donc on a effectivement, les jeunes ont la chance d'avoir une carte d'étudiant très rapidement, de bénéficier de tous les services universitaires à leur disposition. Donc, et puis de découvrir un autre monde que le BTS, que le lycée, donc c'est clair. Donc la transition, voilà, ça peut être rassurant pour certains de rester au lycée, chacun trouvera son équilibre. Pour d'autres, effectivement, c'est un peu une aventure, c'est vrai. Donc ça peut être déstabilisant, mais par contre, sur les horaires, sur le suivi, ce qui était dit par mon collègue tout à l'heure, en BTS, on est sur le même suivi, donc on a une obligation de présence à tous les enseignements, et on a un suivi très régulier, donc, et les absences sont comptabilisées, donc la présence à tous les enseignements est indispensable, et suivi, et l'accompagnement aussi par les équipes pédagogiques est fait de la même façon. Donc c'est la différence qu'on va rencontrer par rapport à une filière universitaire, on va dire, plus classique, et qui sera un peu avec un accompagnement moins précis, en quelque sorte, et moins quotidien. Donc ce qui peut rassurer les jeunes, et puis les familles aussi, donc il y a des parents, on peut vous rassurer. Alors les parents, certes, on ne dialogue pas avec les parents directement, puisqu'on a des étudiants majeurs, donc on dialogue avec les étudiants. On demande l'autorisation quand même aux jeunes de communiquer éventuellement avec les parents. Donc en début d'année, malgré tout, pour savoir effectivement s'ils le souhaitent. À ce moment-là, on peut donc le faire, mais on communiquera d'abord avec les étudiants. C'est normal. On les responsabilise. Bien sûr. Vous l'avez évoqué, et je poserai d'abord la question de M. Seri. Vous aviez dit un tiers de bac pro qui arrive en BTS. Donc voilà, ça donne une tendance. Ça leur est réservé exclusivement ou non? Justement, je pourrais être en bac L, je pourrais être en bac ES et intégrer un BTS, pas du tout. Il y a une politique qui a été mise en place depuis déjà quelques années de favoriser la montée des bacs en BTS, donc il y a un certain nombre de places qui leur sont réservées. Et donc, puis on se constate qu'ils réussissent bien. Donc, tout à fait normal. Et voilà, et puis le complément de ces places, et c'est pour les autres bacheliers. Donc, on a un certain nombre d'étudiants de bac pro qui nous sont affectés directement par la procédure, par Parcoursup, notre sélection de points. Le recrutement se fait aussi par les avis de leurs enseignants. Et nous, on les accueille ensuite. Voilà, ça se passe bien. Donc il y a une priorité qui est donnée, c'est bon à savoir, par exemple pour certains bacheliers, que voilà, il y aurait des étudiants qui passeraient avant eux, si on peut dire. Il y a un certain nombre de places. Si je prends sur une section 24, on peut dire qu'il y a 8 places de réservées pour des bacs pro. Donc voilà, c'est bien. Parce que les tests sont très demandés en général. Sur certains, oui. Sur certaines spécialités. Mais notamment le commerce. Notamment le commerce. C'est bon à noter. À l'UT, je reviens vers vous, monsieur Lanaudière. On entend souvent que l'université est ouverte à tout le monde. Voilà, tout le monde peut postuler. On ne réussit pas tous de la même manière. Qu'en est-il à l'UT? Est-ce que ça se voit également? Alors, on a un peu le même principe avec les bacs technologiques, donc on a des places réservées pour les bacheliers technologiques. Au niveau du taux de réussite, donc on vient de faire les jurys le premier semestre et de la première année et deuxième année. Donc on est sur des taux de réussite sur 2 ans qui sont à peu près de 80%. Alors un petit peu moins pour les bacheliers technologiques, pour des problèmes souvent d'abandon, donc plus que pour des problèmes de réussite. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, quelqu'un qui a envie de faire une filière, peu importe le bac qu'il a, il aura tous les moyens de réussir s'il veut s'en donner la peine, en quelque sorte, il sera accompagné. Après, sur les taux de réussite à 3 ans, on a le droit de prendre le temps aussi. Et je crois que c'est un petit peu oublié dans le cursus aujourd'hui, des jeunes. Moi-même, j'ai connu un cursus qui n'est pas forcément linéaire pour arriver à mes fins. Donc il n'y a pas de honte, je dirais, à mettre un petit peu plus de temps pour arriver
et à vous dire ce que l'on souhaite faire. Donc le DUT en 3 ans, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi, et on a des taux de réussite qui sont supérieurs à 95% sur 3 ans. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est possible, et c'est pas vu comme un échec, au contraire, chacun apprend à son rythme. Voilà. Du coup, on disait une insertion professionnelle a priori rapide, on professionnalise les étudiants. Vous l'aviez évoqué, l'alternance à l'IT. Est-ce qu'en BTS, on peut faire son BTS en alternance? Ou est-ce qu'il y a peut-être des stages plutôt? Alors, il y a deux versions. Il y a la version initiale classique où il y aura des stages, systématiquement, puisque c'est une formation professionnalisante. Et puis, il y a aussi des versions alternantes. Dans notre lycée, c'est le BTS comptabilité gestion. Et dans d'autres lycées, les autres spécialités de BTS. Donc, ça marche très mis en place. Alors, le déclenchement, simplement, de l'alternance, c'est le contrat de travail. Donc, c'est la condition nécessaire pour suivre la filière, le BTS choisi en alternance. Et c'est pas destiné à tout le monde, j'imagine. Là, on part plutôt pas sur un profil de bachelier, mais plutôt un profil d'étudiant, voilà ce qu'il souhaite faire. S'il a besoin peut-être d'aller sur le terrain, si c'est quelqu'un qui préfère justement être directement dans la vie active, ça vous l'étudiez à l'admission peut-être? Oui, avec les musées de Parcoursup, on reçoit les personnes, certaines postulent sur le BTS en alternance. À partir de là, on fait une présélection sur ce qu'on estime les personnes capables de suivre, et on propose ces personnes aux entreprises qui nous ont fait des offres d'apprentissage. Ça, c'est la première chose. Après aussi, il y a des personnes qui peuvent avoir déjà trouvé l'entreprise et qui postulent. Voilà. Et on a aussi tout profil. Après, je dirais qu'on ne choisit pas l'apprentissage parce qu'on n'a plus envie de faire des études, parce qu'il faut faire les deux. À la fois travailler en entreprise, mais aussi faire des études sur un programme qui est identique, puisqu'on va passer le même BTS. Et donc, il faut être capable de suivre les deux. Mais ça se fait, et puis c'est assez intéressant, qu'on a une belle expérience en fait. En unité, vous l'aviez dit. Alors oui, sur l'alternance, je confirme, l'alternance, c'est pas quelque chose qui est plus facile, au contraire. Il faut conjuguer les deux, mais ça convient mieux à certains. C'est-à-dire qu'en fait, la pratique met en évidence qu'on a besoin d'acquérir des connaissances théoriques, et donc ce qui permet de pouvoir accrocher un peu mieux, et donc de comprendre qu'effectivement, de temps en temps, il faut travailler un peu les cours, il faut les apprendre, les maîtriser, et donc acquérir les compétences pour pouvoir les appliquer après. Donc c'est ce qui manque des fois aussi par motivation pour certains qui ne voient pas où les études théoriques mènent, puisqu'on n'applique pas, on reste très loin de l'application. Alors déjà, dans le cursus de DUT ou de BTS, on a des applications, certes, mais ce n'est pas la vie concrète au sein des entreprises. Donc la difficulté aussi que l'on rencontre sur le recrutement d'alternance, c'est la motivation d'aller sur une embauche. C'est un entretien d'embauche fait par l'entreprise. Donc il faut que les jeunes lycéens sachent se vendre un vrai projet pour qu'effectivement ils convainquent l'entreprise de les recruter et pour éventuellement, bien sûr, dans la plupart des cas, les garder. C'est un investissement et donc forcément l'intérêt c'est alors les garder tout de suite ou plus tard. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est un investissement d'entreprise. Et vous les aidez ces jeunes-là, alors peut-être au lycée, vu que la professionnalisation se fait plus tôt, est-ce que vous aidez les étudiants justement à faire des entretiens, à réaliser leur CV, etc. Est-ce qu'ils sont encadrés? Alors, je peux répondre sur les recrutements d'alternance en première année. Donc on travaille en partenariat avec les branches professionnelles qui préparent, qui font, donc on convoque les étudiants à un entretien de préparation pour aller après convaincre l'entreprise. Donc dans la démarche de Parcoursup, ces étudiants qui vont candidater en alternance vont être convoqués en formation, on va d'abord les sélectionner sur des filières sélectives, et ceux qui ont été sélectionnés seront convoqués pour préparer cet entretien et proposer aussi des entreprises. Donc on les accompagne pour donner un chiffre simplement sur l'unité de Dijon, on a 400 alternants.
Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc on a des contacts avec beaucoup d'entreprises et donc on est capable de proposer. Et on a d'ailleurs, par exemple, une entreprise comme Orange, un grand groupe, qui nous propose plus de contrats qu'on n'a pas des clients à leur proposer. Ce qui est toujours dommage parce que c'est un des métiers sur les communications qui sont les métiers d'avenir et ça nous laisse toujours un peu, on va dire, pantois quand on n'arrive pas à résoudre cette équation. Merci. J'attends 2 petites minutes. Y aurait-il des questions à ce niveau-là de la conférence? Oui, si on veut bien donner le micro à monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'aurais simplement une petite question. Un étudiant, un lycéen plutôt avec un bac scientifique, n'est-il pas un peu surdimensionné pour un BTS ou un IUT? Bien. Je dirais que tout dépend des profils. Enfin, il y a des personnes qui envisagent des parcours par étapes. Même si on a fait un bac scientifique ou content, on peut imaginer de vouloir faire un bac plus 2, puis après de poursuivre ses études. Ça a un côté rassurant, puis c'est un côté aussi concret, puisque c'est une formation professionnelle. On rentre tout de suite dans la dimension attendue par les entreprises. Et donc, surdimensionné, oui et non. Ça dépend de ce que veut faire le jeune. En tout cas, nous on en a des bacs généraux dans les sections. Voilà. C'est le projet qui importe. Oui, c'est le projet. Que le choix, parce que là généralement il n'aura peut-être pas découvert forcément le métier pendant ses études, des études générales, donc c'est le choix de la filière choisie, de la spécialisation, correspond vraiment à ses aspirations. Voilà. Le bac que l'on a n'est pas déterminant, n'est pas spécialement bloquant. Alors, pour accéder à certaines formations, c'est sûr qu'il faut un certain bac ou pour avoir le bagage, c'est-à-dire les connaissances. Je vais prendre un exemple, mais pour intégrer une école d'ingénieur directement après le bac, certaines écoles vont demander certains bacs, il y a des concours à passer pour certains. Donc voilà, mais si le projet est de faire des études courtes après son bac S, sur un bac général, oui, la question, on peut avoir un spectre de formation assez large. Après, moi, je suis spécifiquement les STMG aussi dans mon lycée. C'est sûr que s'ils veulent faire un BTS orienté autour de la chimie, ça va être quand même un peu plus compliqué, parce qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est plutôt pour ces bacs-là qu'ils ont déjà une présélection d'orientation. Ils ont choisi un domaine qui s'appelle l'éco-gestion, par exemple. C'est quand même recommandable de suivre un bac plus 2 dans ce domaine. Y a-t-il une autre question? Parce que sinon, oui, j'en aurais une autre sur le même sujet. Je voulais savoir comment ça se passe au niveau du recrutement pour le BTS. Vous avez postulé, c'est avec Parcoursup. Nous, on va récupérer par ce biais votre dossier et on va étudier le dossier, c'est-à-dire bulletin de première, de terminale, de motivation si on a une, etc. Et à partir de ces informations-là, on va faire un classement. Voilà. Et on classe les personnes avec des critères, on détermine le préalable, et c'est ce qui nous permet de sélectionner les personnes. Voilà. Peut-être compléter un peu la réponse par rapport à la première question. C'est vrai que les connaissances du lycée, alors il y a des connaissances de base, quel que soit le bac général, je parle. Alors c'est vrai qu'entre un bac littéraire et un bac scientifique pur, c'est sûr qu'il y a des différences et effectivement ça peut bloquer certaines portes. On a des filières qui sont mixtes, qui peuvent accueillir, on a par exemple une filière métier du multimédia d'Internet, où c'est à la fois il faut avoir des connaissances scientifiques pour l'informatique, à la fois des connaissances de communication, donc qui sont on est issus de la filière littéraire. Donc sur cette, alors bien sûr il y a des choix et il y a des critères de sélection. Mais en gros, si le projet est cohérent, je dirais il y a d'autres matières qui sont fondamentales aussi dans le cursus. Et je crois les langues, par exemple, c'est quelque chose qui est peut-être pas assez mis en évidence aujourd'hui encore, bien qu'on insiste, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus important et qui fera la différence lors d'une embauche. C'est-à-dire que deux diplômes identiques, celui qui aura les bonnes capacités en langue
des bonnes capacités d'expression, qui saura bien s'exprimer, etc. Et oui, c'est celui-là qui aura un emploi plus rapidement. Donc les connaissances scientifiques, c'est vrai qu'elles sont fondamentales, elles sont indispensables pour certains cursus, mais ce n'est pas les seules. Ce qui différenciera dans le cursus, ce sera plutôt les matières un petit peu qu'on dit annexes ou connexes, mais qui aujourd'hui, dans la mondialisation, sont fondamentales. Nous avons dit à travers le dossier scolaire, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est finalement la motivation. Et le sérieux, c'est les deux principaux critères. En fait, Parce que des notes en fonction des lycées, etc., c'est assez différent, en même temps. Et si on peut estimer que la personne va travailler sérieusement, qu'elle est motivée pour la formation choisie, si on arrive à lire ça à travers le dossier, c'est déjà une bonne chance d'être sélectionné. Il y a des entretiens des deux côtés où on peut rencontrer les étudiants et du coup pas du tout. Au niveau de l'UT, on n'a pas d'entretien, mis à part sur l'alternance. Un chiffre, on a 15 000 candidatures pour 1000 places. Donc, vous voyez qu'il y a difficulté de faire les entretiens. Par contre, on peut, effectivement, les lycéens peuvent rencontrer les équipes pédagogiques à l'occasion des journées de portes ouvertes. Donc, voilà, c'est l'occasion, effectivement, de voir. On a aussi des journées d'immersion. Donc on peut venir aussi s'inscrire, donc aujourd'hui c'est généralisé un peu plus, donc venir s'inscrire et on peut répondre à la demande. Si un lycéen, même en dehors du cursus, il nous contacte, en dehors de la procédure, en dehors de la procédure qui est prévue par le rectorat, puisque c'est partie des choses qui sont mises en place par le rectorat, voilà, quelqu'un qui a vraiment envie de suivre, d'entrer en contact avec les équipes pédagogiques, il pourra le faire. Mais ça sera un cas particulier, effectivement, ils n'ont pas tout à généraliser. Merci. Et en BTS, vous faites des entretiens? On n'a pas d'entretien, c'est possible, sauf dans le cas spécifique de l'apprentissage. D'accord. Merci. Je profite qu'on soit là-dessus. On n'a pas parlé de la réorientation. Je voulais savoir si le jeune entre en formation, déjà il y a peut-être des cas de réorientation. Voilà, je ne me plais pas dans le BTS, dans le DUT. Est-ce que je peux éventuellement rejoindre un autre établissement? Par exemple, pour le DUT, est-ce que je peux basculer en licence, par exemple? Parce qu'il existe des passerelles et inversement. Est-ce que je peux aller dans une licence, m'inscrire en licence, finalement ça ne me plaît pas? Est-ce que je peux, en cours d'année, basculer vers un DUT? Alors, en cours d'année, on le fait, par exemple, en certaines spécialités, comme vous voyez en classe préparatoire, par exemple. Les étudiants qui se sentent pas bien parce que le rythme ne leur fait pas ou trop important. Voilà. Je dirais, le cursus de DUT prévoit que de toute façon, quelqu'un, même s'il est en échec à la fin du premier semestre, il continue au semestre 2. Donc il fait son année complète. Donc on a assez peu de réorientation en milieu d'année, on sait quelques-unes, dans un sens ou dans un autre. Donc on arrive à réorienter aussi certains qui attendent des places des fois qui se libèrent en BTS, arrive, voilà, parce qu'il n'y a pas de place, donc ils sont venus chez nous et bon, ça ne leur plaît pas trop, mais ça reste quand même, je dirais, c'est 0,01%, une dizaine par an, au maximum, mais encore pas sûr. Donc cette réorientation elle est possible, entre départements d'UT aussi, c'est-à-dire qu'on a des filières qui sont assez voisines les unes des autres, et quelquefois on a quelques mouvements. Entre le géographique aussi, il faut savoir que dans une autre filière, par exemple, si jamais les parents déménagent, ça peut arriver, dans le cas, sur des mouvements liés à l'emploi. Donc, au sein des IUT, c'est possible de faire une première année, on a l'exemple cette année, tous les ans on en a plusieurs, mais on va en citer une première année à Mulhouse, une deuxième année à Dijon, ou inversement, une première année à Dijon, puis une deuxième année à Reims, Metz, Nancy, ou Paris. Donc quand on est inscrit dans un cursus, on a un diplôme qui est national, ça c'est très important, on souhaite le garder, et donc on peut basculer d'une formation d'un lieu géographique à un autre, ce qui n'est pas toujours évident dans un cursus de licence classique. Côté BTS, est-ce que ça se fait ou on est un peu sur... Oui, on est à peu près sur le même schéma, c'est très marginal, au cas par cas, mais on a pratiquement aucune réorientation en cours d'année. Voilà. Puis après, il arrive un moment où c'est bien difficile à faire, c'est-à-dire que, étant sur des spécialités différentes, c'est bien difficile au bout d'un certain temps de se réorienter alors qu'on n'a pas fait le travail depuis le début de l'année. Je vous remercie. Vous avez
évoqué, je reviendrai le temps des questions juste après, la question de la géographie. Quand je veux postuler à un BT ou un BTS, est-ce que je suis obligée de postuler dans mon académie ou est-ce que je peux viser un établissement qui est hors de mon académie, de ma région? Parce que vous avez parlé du déménagement, mais... Donc nous, il n'y a pas de préférence géographique. Donc les flux, généralement, se gèrent d'eux-mêmes, en quelque sorte. On sait très bien que les étudiants cherchent à pas trop s'éloigner. Donc, sauf sur des filières très en tension, où effectivement il y a assez peu d'offres de formation. Je pense à génie biologique, par exemple, donc c'est très demandé. Donc on va recruter sur une zone géographique qui peut aller bien au-delà de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur d'autres filières en alternance, par exemple génie civil et construction durable, on va recruter sur toute la France parce qu'il y a très peu de filières en alternance sur la France. Donc du coup, ça va attirer des jeunes qui ont des contrats avec des entreprises qui peuvent être situées très très loin. Alors on a au sein de l'université ce qu'on appelle une cité de l'alternance qui peut faire de la location à la semaine, de logement pour faciliter effectivement la transition entre les périodes en entreprise qui sont des sur l'alternance en général 3 semaines, 2 semaines sur ce rythme-là. Une question pour vous, M. Sali, par exemple, si je souhaite postuler à un BTS compta gestion, est-ce que je suis obligée du coup de rester dans mon académie si je suis de Dijon, je peux postuler partout en France? On peut postuler ailleurs, après, c'est assez représenté, c'est une filière assez représentée sur l'ensemble du territoire. Bon, la règle après étant d'essayer de coûter le moins d'argent possible à ses parents. Donc, plus on est près de sa localisation, mieux c'est quand même intéressant. Mais il n'y a pas de règle spécifique. D'accord. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, puisqu'on a beaucoup parlé et on arrive à la fin de cette conférence? Oui, s'il vous plaît. Alors, on a parlé de tout ce qui est réorientation, mais ce serait pour savoir si après un UT ou un BTS, on peut envisager une poursuite d'études, par exemple comme l'école d'ingénieur ou quelque chose comme ça. Les études longues sont-elles possibles après un BTS, un UT? Pour l'école d'ingénieur, je crois qu'en plus c'est tout à fait possible. Alors j'ai parlé pour les DUT, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche, le ministère nous reproche depuis quelques années, et on ne peut pas aller contre non plus, puisqu'en fait il y a des écoles d'ingénieurs qui souhaitent recruter et qui offrent de plus en plus de places, leur capacité d'accueil augmente régulièrement. Donc aujourd'hui on est sur un taux de poursuite d'études ou un taux d'insertion professionnelle à Bac+2 qui est voisin qui est moins de 5%. Donc voilà, je pense voilà une race. Donc ensuite on a 30% à peu près qui vont en licence professionnelle et qui s'insèrent donc après une année supplémentaire et le reste, donc plus de 70, environ 70% poursuite des études, donc soit des études longues en école de commerce, école d'ingénieur selon les spécialités, soit des reprises d'études universitaires, soit différentes poursuites d'études aujourd'hui qui sont offertes aux jeunes dans différents cas. Voilà. Alors, souvent on a des poursuites d'études en école d'ingénieur par alternance, donc c'est privilégié effectivement, mais voilà, on est sur cette possibilité-là qui est offerte. Et cette voie technologique, c'est quelque chose qui est recherché par les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire une approche pragmatique dans un cursus d'ingénieur, parce qu'on a besoin aujourd'hui dans l'industrie d'ingénieurs de terrain, on va les appeler comme ça. Parce que la plupart des grandes écoles d'ingénieurs, on cite Polytechnique ou autres, Centrale, etc., ce sont des ingénieurs qui vont dériver très rapidement sur des fonctions RH, et donc ils ne seront pas du tout aux manettes sur la technologie, alors qu'on a besoin effectivement, quand on veut qu'un avion vole, il faut faire les calculs, il faut prévoir tout ça, la résistance des matériaux, etc. Et donc tout ça, on a besoin d'ingénieurs qui soient aux manettes de cette technologie, et c'est un réel besoin. Voilà. Je vois que si on peut se permettre cet aparté, quand on fait des conférences en tout cas sur l'ingénierie, sur les sciences et techniques, on a besoin d'ingénieurs certes, mais on a aussi besoin de techniciens. Donc de gens qui sont issus de BTS, de DUT, voilà, qui ne sont pas les ingénieurs, mais qui travailleront dans des équipes où on a besoin d'eux. Du coup, je me permets cet aparté. Après un BTS, la poursuite d'études En fait, on a de plus en plus de jeunes qui veulent poursuivre des études. Alors, ça
sera plutôt sur des licences pro, sur un bac plus 3, mais certains poursuivent plus loin, tout de suite. Alors après, ça dépend aussi des filières. Moi, dans la filière informatique, j'ai plus d'élèves qui vont tout de suite dans bac plus 5. Dans d'autres filières, on passe plus sur une licence pro. Après, on peut aussi reprendre des cursus. Là, je vais parler du domaine d'écologie, mais ça existe aussi dans les autres domaines, en faisant une prépa en un an qui permet de réintégrer, en ce qui me concerne, voilà, se faire échapper, par exemple, de réintégrer les grandes écoles de commerce. Donc, quelqu'un qui a fait un BTS d'éco-gestion peut faire en un an cette prépa, il va préparer en même temps une électron, et après intégrer un cursus long, par exemple. Il y a aussi des écoles de commerce, mais après, je vous laisserai la parole sur des domaines plus techniques, qui recrutent directement avec plusieurs, avec des concours spécifiques. Bon, voilà, donc on constate, c'est ça, le souhait souvent de poursuivre des études. Et après, si la motivation est là, si le travail a été bien mené pendant le BTS, c'est tout à fait possible. Je vais peut-être reprendre la parole pour évoquer une problématique qui, pour l'instant, est peut-être loin de votre préoccupation, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a une évolution de la formation professionnelle, donc du cadre général. Et donc, la directrice de la ministre de l'enseignement supérieur qualifiait les études en France de TGV. C'est-à-dire qu'on va le plus loin possible, le plus vite possible, et on n'y revient plus. Et dans cette loi qui se met en place aujourd'hui, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on s'inscrit davantage dans on va jusqu'à un niveau d'études, on va travailler et on revient aux études pour effectivement aller sur une qualification supérieure. Alors c'est quelque chose qui va prendre du temps, parce que je sais bien, moi je suis parent comme vous, donc j'ai eu des enfants étudiants aussi, et donc on a échanger avec vous. Est-ce qu'on peut éventuellement rappeler si vous avez des journées portes ouvertes, puisque c'est si vous avez des dates en tête, sinon c'est peut-être la question piège. Quelles sont-elles? 9 février. 9 février, c'est Castel de Dijon. Après, il faut se renseigner. Chaque établissement affiche ses portes ouvertes, c'est facile de trouver. Tous les dates sont communiquées sur le salon. Donc c'est un mercredi sur le site de Dijon, c'est porte ouverte pour l'université. Et c'est un samedi donc sur les sites délocalisés, donc que ce soit pour Auxerre, il y a aussi des unités donc, à Chalon-sur-Saône et Creusot, donc qui font la porte ouverte le samedi. Voilà, donc le samedi, alors, ça va être la semaine prochaine, ça va être le 9. Et nous, si je me souviens bien, ça va être le mercredi de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout proche. Et vous invite à vous y rendre. C'est important de s'y rendre, hein. On voit les enseignants, on voit les lieux, voilà, on se met dans le concret, et puis ça permet de bien finaliser ce projet. C'est exactement ce que j'allais dire, il ne faut pas hésiter vraiment pas à aller faire ces journées portes ouvertes, parce que comme le disait M. Thierry, vous rencontrez les enseignants, vous pouvez rencontrer aussi des étudiants qui sont eux en cours d'études, et en général, on sait que chez les personnes de votre âge, rencontrer quelqu'un qui est dans sa tranche d'âge, ça permet de déclencher certains choix, voilà, certaines envies. Donc surtout, n'hésitez pas. Et également, on ne s'en rend pas compte, mais de visiter les lieux, de voir si on s'y sent bien, je vois un petit peu le trajet que je fais pour y aller. Et bien, ça peut être déterminant aussi dans vos choix. En tout cas, c'est à... Oui, je voulais ajouter les choses juste un petit peu en marge des études. On valorise aussi les d'application dans la vie culturelle. Au cours des études, la vie sportive. Donc on a ce qu'on appelle une bonification, qui peut aller jusqu'à 5%. On peut aménager aussi un cycle d'études en 3 ans, voire en 4 ans, la possibilité en tant que directeur de l'unité de pouvoir déroger à la règle de base, de dérogation pour accompagner les sportifs de haut niveau et ceux qui auraient des projets divers et variés. Donc cette possibilité-là est quand même intéressante et à connaître, parce que ça permet de s'impliquer dans la vie active et surtout d'en tirer les conséquences. Et ça permet aussi de se préparer, bien sûr, à la vie active future. J'ai juste une question par rapport aux études, à savoir s'il n'y a pas d'inscription directement après le bac, et l'année de soin, il y a possibilité d'intégrer après le cursus de la
ne pas intégrer directement après le bac et de faire une année transitoire. Alors c'est pas un plus, hein, en quelque sorte, hein, mais effectivement on a des étudiants qui on ne peut pas accueillir tout le monde. Je vous ai dit, on a 15 000 candidatures, donc ça peut faire peur hein, pour 1000 places. Je vous rassure, il faut au moins 5 candidatures pour une place, hein, donc de multiples candidatures. Donc déjà, ça ramène le rapport un peu plus dans des choses raisonnables. Mais malgré tout, effectivement, il y a des étudiants qui ne peuvent pas entrer dans le cursus tout de suite. Alors après, c'est effectivement des réorientations qui sont possibles, donc après une année de licence ou autre, donc que l'on étudie de la même façon. Voilà. Comment ? Vous parlez d'être déjà inscrit à l'université? Pas forcément. Voilà, peu importe le cursus, hein, donc ça fait partie des étudiants en réorientation qui sont de toute façon dans les dossiers de candidature classiques, il faut passer par Parcoursup, quel que soit l'année d'études, qu'elle soit à l'université ou dans d'autres structures, que PS ou autre, ça n'a pas d'importance. Il faut repasser par Parcoursup. Ouais. Peut-être une dernière question? Je vais dire qu'un étudiant de bac général très bon, je pense qu'il nous postulera sur autre chose que le BTS. Hein. Souvent, ça va être des prépas, des choses comme ça. Voilà. Donc, on n'a pas non plus que des top niveaux, etc. On a des étudiants standards hein, avec des matières plus ou moins fortes, etc. C'est pas non plus rédhibitoire. Ce qui compte, c'est à travers, c'est la motivation, c'est le projet construit, le sérieux, des choses comme ça, mais voilà, c'est pas non plus qu'une question de note. Alors moi je vous reviens à la question, c'est quoi l'élève moyen? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement dans son cursus, à un moment donné, se trouve dans une situation qui n'arrive pas à être la plus brillante possible. Hein, donc, mais on est heureusement d'ailleurs sur une évolution, sur une construction, hein, donc c'est des apprentissages. Et je dirais toute personne a les chances de réussir. Et on le voit très bien. On a des gens qui des fois ont des résultats qui sont plutôt médiocres, et puis qui vont réussir brillamment, là, parce qu'ils se trouvent effectivement, s'épanouissent, etc. Et puis d'autres qui ont des résultats très brillants et qui vont s'écrouler. Donc on a essayé de faire des corrélations et il n'y a pas moyen, je vous rassure. Donc c'est à la fois rassurant et à la fois compliqué pour nous de définir les critères de recrutement, de sélection. Parce que du coup on est apprenti et tous les ans on est apprenti. Donc, et je dis heureusement, parce qu'effectivement, on ne va pas cataloguer un jeune dans telle ou telle catégorie, donc il a la capacité de réussir. Tous ont la capacité de réussir, et je dis toujours à limiter, si on s'en donne les moyens, on réussit. Donc en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans, on peut prendre un peu plus de temps, mais ce n'est pas un problème. C'est surtout un problème d'orientation, de bien choisir la filière qui plaît, de motivation et de travail régulier, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne réussit pas dans la vie sans travailler. Voilà. Là, l'important, ce sera de bien choisir sa filière. Parce que quand on se plaît quelque part, on va progresser. C'est-à-dire que pour prendre les moyens, c'est peut-être parce que des fois, on n'est pas très intéressé par l'ensemble des matières qu'on fait. Et si on est dans une filière Bac+2 d'un domaine qui vraiment nous intéresse, on va avoir de l'engagement qui va être haut, etc. Et là, on a toutes les chances de progresser. Moi, je peux vous citer un exemple, un bac professionnel qui était en génie mécanique et productique, une filière comme assez scientifique. À la fin du premier semestre, il a abandonné. Alors, on a réussi à le convaincre de rester. Donc, il a redoublé effectivement sa première année, mais la première année, il était 3e de promotion. Et je crois qu'il est bon de rappeler qu'au-delà des notes, il faut aussi regarder les commentaires, les appréciations
des professeurs, puisque là on parle des BTS, des DUT. Moi j'avais eu le cas en classe prépa où certains disaient il faut un 18 de moyenne générale pour accéder à une classe prépa, et les enseignants disent non, pas forcément, mais on va regarder aussi les appréciations des professeurs. Si c'est quelqu'un qui est moyen, et je mets des guillemets en France ce terme avec des précautions, mais qui a les bonnes appréciations, on voit que c'est quelqu'un qui travaille, qui a beaucoup de bonne volonté, sur un dossier, ça peut avoir aussi un impact très important. Oui, alors il faut nuancer, parce qu'on est sur la psychologie aussi. Et donc, pourquoi l'étudiant a des difficultés, voilà, pourquoi il peut avoir des remarques désobligeantes sur son bulletin, c'est pas quelque chose qui doit perdurer non plus. Donc c'est assez compliqué aussi d'apprécier, de dire, de cataloguer quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui a des remarques ne travaille pas. Est-ce qu'il doit justement se réveiller, travailler à nouveau, ou alors quelqu'un qui a l'habitude de travailler va poser problème parce qu'il décroche sur d'autres choses. Donc tout ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est complexe, hein, certes, et surtout chacun sa chance. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est un beau point de conclusion que chacun a sa chance. Si on arrive à la fin de cette conférence, on reste là si toutefois vous avez d'autres questions. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été attentifs. Je vous remercie aux intervenants d'être venus témoigner. Donc une belle journée et surtout une belle poursuite d'études en tout cas. Merci beaucoup et à bientôt.